Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Attention, cet épisode aborde des sujets difficiles comme la dépression, le suicide, les violences faites aux enfants. Il est donc important de l'écouter dans les meilleures dispositions émotionnelles possibles. Quand Claire m'a envoyé son histoire par mail, j'ai été bouleversée dès les premières lignes de son récit. Elle me raconte son enfance difficile avec une mère bipolaire et un père pervers narcissique. Elle revient sur la manière dont elle a été mal aimée et comment les violences psychologiques et physiques qu'elle a subies l'ont poussée à se faire du mal et à faire une croix sur sa propre maternité. Elle revient également sur la suite de son histoire et sa rencontre avec cet homme, père de 3 enfants, et sur ce nouveau rôle de belle-mère qui allait finalement faire naître en elle une envie viscérale de créer sa propre famille. Alors justement, comment se construire quand on grandit dans un foyer où règne la violence, l'instabilité et la peur ? Comment croire en soi, en ses capacités d'aimer, de prendre soin, quand on n'a pas eu les bases ni les repères ? Comment se relever, encore et encore, quand la vie semble n'être que difficulté, galère et tristesse ? Et puis finalement, comment l'arrivée de son propre enfant, la chair de sa chair, vient nous sauver du plus sombre des passés ? Dans cet épisode, Claire nous raconte son parcours, sans détour, avec beaucoup de courage et d'honnêteté. Elle revient sur son rôle de belle-mère auprès de 3 enfants, sur sa relation complexe avec un compagnon dépendant au cannabis, et sur cette maternité qu'elle a portée comme une évidence salvatrice. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Claire, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec moi sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Waouh, alors me présenter, il y a tellement de choses qu'on peut dire pour se présenter. Euh, Oui, c'est vrai. mais je viens d'avoir 22 ans. Ouais. Je suis maman d'une petite fille qui a 16 mois, qui est mon rayon de soleil. Ouais. Et actuellement, je suis en plein préparatif de déménagement. Je déménage la semaine prochaine pour partir vers de nouvelles aventures. Et Et, oui, pour une nouvelle vie. et ouais, Bon, et alors ta fille, elle est quoi ? Elle est de décembre 2023, c'est ça, ou novembre ? ouais, décembre, c'est ça. Elle est Ouais, née tout comme la début mienne. décembre 2023. Trop rigolo. Ouais. Bon, bah écoute, c'est Donc c'est un beau chouette. cadeau. Carrément, carrément. Bon, et alors, si on retrace un peu le fil de ton histoire, Claire, qu'on se penche sur la Claire enfant, comment ça s'est passé pour toi, justement, ton enfance, ton cadre familial, dans quel milieu tu as évolué? Alors, ça, justement, le milieu dans lequel j'ai évolué a évolué lui aussi hein, au fil des ans. Ouais. C'est vrai qu'au départ, j'avais des parents quand j'étais petite qui étaient plutôt cadres, une mère architecte, un père qui avait son entreprise, tu vois. Mhm. Donc plutôt un cadre appartement bordelais assez sécurisant, tu vois. Ouais, En tout cas assez stable. On manquait de rien. Sauf que bon, ma mère et mon père, ça s'est vite dégradé. mhm. Mon père était, alors c'est facile de mettre dans cette case-là, mais bon, on va dire ce qu'on peut appeler un pervers narcissique. Donc D'accord. il a très vite coupé ma mère, un peu tout, enfin voilà. Et mon petit frère est arrivé quand j'avais 7 Mhm. ans, et là, ça a D'accord. été la décollade, la descente aux où je me souviens d'une scène où je voyais mon père essayer d'étrangler ma mère à travers la porte de la salle de bain. Enfin, voilà. Donc, le contexte familial Ah oui, est d'accord. devenu. On a déménagé Waouh, de il a été Bordeaux, on est violent parti. envers toi? Ouais. Alors, ce qui est compliqué, en fait, c'est compliqué de dire oui parce que il y a quasiment jamais eu de traces. Et c'est compliqué. C'est pour ça que je parle aussi aujourd'hui parce que l'invisibilisation de ce genre de violence, c'est très facile. C'est très compliqué d'en parler parce qu'on n'est pas cru.
parce que ce genre de Mm. personne donne très bien le change, frappe ce qu'il faut pour faire mal et faire peur, mais pas laisser de marque. Donc porter plainte, c'est compliqué. Ah ouais. Et il y avait énormément de violence psychologique et de manipulation au fil des ans. En plus, ma mère était bipolaire et sa maladie s'est dégradée aussi au fil des ans. Et mon père jouait beaucoup là-dessus pour manipuler aussi. Et au final, enfin, quand moi j'avais 16 ans, ma mère a été internée d'office Mhm. après une crise suicidaire. Et il faut savoir que c'était une période un peu horrible pour moi parce que c'est première année de lycée, en fait, je me laissais un peu mourir, tu vois. J'étais tombée dans l'anorexie. Mon Ouais. premier réflexe le matin, c'était de faire vomir, alors que bah, j'avais eu justement des problèmes d'obésité aussi avant, et là, j'étais tombée dans l'extrême inverse. Mm. Et ce qui m'a sauvée, c'est que ce soit ma grand-mère qui me recueille parce que je voulais pas aller chez mon père. Je comprends. C'était inconcevable. Et du coup, bah, c'est ma grand-mère qui m'a recueillie chez elle. Donc, j'ai terminé mon lycée chez ma grand-mère. J'ai commencé à reprendre, à commencer le sport, à revivre un peu, tu vois. C'est la maman de Mais ta maman? c'est la maman de ma maman, mais avec qui D'accord. c'était compliqué parce que d'une autre époque et avec des exigences extrêmes. Et elle m'insultait régulièrement. Elle me traitait de grosse vache, de plat de nouilles, tu vois, parce que j'étais grosse à un moment Ah, donné. d'accord. Elle Waouh. créait des tensions aussi entre ma cousine et moi en disant que ouais, regarde comme elle est belle, elle, tu vois, elle a pas de boutons, elle est mince, tu vois. Voilà, donc contexte super. Waouh, oui. Quoi. Dis donc, une Voilà. sacrée, ouais, une enfance, une entrée dans la vie là, assez traumatisante, Ouais, carrément traumatisante même. alors, ouais, carrément, ouais, mais et en même temps, ça semblait tellement normal. Enfin, moi, j'ai toujours cru que c'était moi qui avais des problèmes, qui n'étais pas assez sage, en plus, dans ma famille, tu vois, être une fille, c'est assez compliqué. Les garçons, c'est des petits princes, et nous, faut pas qu'on prenne Ah, trop de place, donc faut pas qu'on soit trop gros, d'accord. faut pas qu'on parle trop, faut pas dire de gros mots parce que tu comprends, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Par contre, un garçon fait ce qu'il veut, quoi. Et Ah ouais, ouais, dis c'était donc. clairement pas un contexte familial, mais ouais. c'est- D'accord, bon, et comment on se construit là en tant que jeune femme? Comment on envisage son avenir après avoir grandi et évolué dans un milieu aussi compliqué? Alors, il y a des moments où on l'envisage pas, où j'ai voulu mourir, Ouais, où voilà, ah ouais, je me suis laissée partir. Je me scarifiais beaucoup. Parfois, j'avais les bras en sang. Euh, d'accord. et comme je te dis, bah voilà, il y a une année où je me laissais un peu mourir, où ma mère, en plus, à cette période-là, bah, sa bipolarité, elle était assez haute, et elle m'emmenait avec elle le soir dans les bars. Donc, en fait, je me bourrais la gueule, très clairement. Et ouais, Et tu buvais aussi, voilà. ouais. Je buvais, ouais, avant même ma majorité. Je me noyais un peu là-dedans et j'étais contente Hmm. parce qu'en fait, ça m'aidait à vomir. Donc, Et ouais, et c'était du coup, c'était le cercle vicieux, quoi. ouais, complètement. Et je te dis, en fait, ce qui m'a permis d'en sortir, c'est que ma mère soit internée. Ouais. Et je sais pas, en fait, à chaque fois où je me suis dit, j'aurais pu me suicider, j'ai réfléchi, mais un millier de manières de me suicider. Et, Hmm. euh, et en plus, bah, je me détestais, donc j'avais envie de me couper les cuisses, de me mettre des coups de ciseaux. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Mais je sais pas, il y a eu un élan vital qui a toujours fait partie de moi, Ouais, je sais pas d'où ça vient, c'est comme ça. heureusement. Ouais. Et même la vie, et même quand elle a été dure, je suis quelqu'un de très combatif. Euh, Hmm. et j'adore, en fait, ça, j'adore me battre. Et j'ai choisi de me battre pour vivre. Ce qui m'a aussi aidé à vivre, c'est l'équitation. C'est que Ouais, j'adorais à cheval et je m'étais acheté mon cheval. Je faisais trop des petits bien. boulots l'été en centre et voilà, j'avais mon cheval chez ma grand-mère dont je m'occupais et tout ça. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a tenu en vie. Bah oui. Mais voilà, c'est tout ça, ça m'a aussi fait faire des grosses bêtises parce que j'ai commencé à aller par exemple sur les sites de rencontres, tu vois, quand j'avais 18 ans, à Ouais. coucher un peu avec n'importe qui, à prendre des risques. J'aurais pu finir découpée au fond d'un fossé, tu vois. Ouais, avec des Et gens, des je m'en inconnus. Ouais. ouais, c'est ça. Et parce que je voulais me faire du mal, parce que j'étais persuadée que je plaisais pas. On m'avait toujours dit que voilà, j'avais jamais eu d'amour de jeunesse, tu vois. Bien sûr, ouais. C'était dur. Je me sentais pas légitime de vivre. Je me sentais pas légitime d'être aimée ni quoi que ce soit. Donc, bah, même ma première fois, tu vois, j'ai donné mon corps à un mec juste avec qui j'avais discuté sur Internet, quoi. Ouais. Voilà. Oh, d'accord. Et Donc, c'est est-ce comme qu'à ça, un en tout cas. moment, t'as... Pardon?
c'est comme ça en tout cas que j'ai démarré dans la vie. Et Ouais, c'est de manière pas ouais. évidente, ouais. Et est-ce que à un moment, tu as rencontré un homme ou quelqu'un, une autre personne ressource qui t'a aussi aidé peut-être à aller mieux, à voir un autre horizon se profiler là? Alors c'est pas arrivé tout de suite parce que au départ, ce que j'ai fait, c'est que déjà je me suis engagée dans la gendarmerie Ok, parce que j'avais besoin de me confronter à un milieu masculin, de me montrer de quoi j'étais capable, de me montrer que j'étais une battante. Et à cette période-là, j'ai rencontré mon premier conjoint, qui était ok. un ancien militaire de 20 ans de plus que moi. Euh, tu vois, bah, j'y ai cherché un peu dans cette relation un repère que j'avais pas eu, une Et oui, reconstruction, une stabilité. Il gagnait beaucoup plus d'argent que moi, donc voilà. Et je me suis pas rendu compte en fait que ça allait pas. Je suis restée 6 ans avec lui, mais en fait ah, déjà au bout d'un an, j'ai failli partir parce que bah, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Je soupçonnais de me tromper ou en tout cas il allait mater des nanas, tu vois. C'était pas sain. ouais, Sauf que bah, le jour où j'ai voulu partir, il s'est jeté à genoux en pleurant, en me disant pars pas. Et moi je me suis dit oh enfin quelqu'un qui m'aime quand même. Bon. bien sûr. J'ai Et pas osé ouais, partir et ça a duré pendant 6 ans où voilà, j'aurais dû partir parce que il m'a fait perdre confiance en moi complètement. J'étais jamais assez mince alors qu'à l'époque j'étais ultra sportive. J'allais à la salle régulièrement, sauf qu'il aimait les gros seins, donc forcément quand tu perds du poids, tu perds du gras, donc tu perds des seins. Donc j'étais un peu le cul entre deux chaises. Je me dis merde, mais si je maigris trop, j'ai plus de seins, sauf que si je maigris pas, je suis trop grosse. non mais Comment c'est je fais? fou. J'ai pensé à la chirurgie esthétique, et puis après, bah, il a commencé à avoir un peu des moqueries sur mes complexes. Il se Mhm. moquait de moi parce que j'avais des petits bourrelets qui dépassaient des bretelles de soutien-gorge, parce que j'avais un grand nez. Et il me disait, non, mais c'est toi qui es trop jalouse, parce qu'il y avait des moments où bah, j'avais des crises de larmes, je comprenais pas, je me sentais pas bien avec lui, mais bon, bah, voilà, pour moi, c'était moi qui avais un problème. Il disait, ouais, t'es bipolaire comme ta mère. Oh, Et moi, j'ai toujours cru que c'était forcément moi qui avait un problème. bah Et je oui. me sentais débile parce qu'en plus, lui et sa famille disaient, oh, mais t'es bien gentil. Et ils se moquaient souvent de moi, gentiment, d'une certaine manière. Mais tout ce que je faisais, enfin, j'intellectualisais trop, je me posais trop de questions. Et j'ai pensé que j'étais débile. Jusqu'au jour où j'ai passé le test VICE 4 pour détecter les hauts Ouais, potentiels, qui a pas détecté de haut potentiel. Bon, certains disent que ça peut être un mauvais diagnostic, mais en tout cas, qui m'a montré que j'avais un QI plus élevé que la moyenne. Et à d'accord. partir de là, j'ai commencé à me dire, mais attends, peut-être qu'il faut te poser des questions quand même. Bah oui, Peut-être que t'es pas si débile, peut-être que tu bien mérites sûr. mieux. Et c'est à ce moment-là, surtout des amis qui m'ont aidé à sortir de cette relation. À D'accord. l'époque, je faisais des sports de combat. Ouais. Bah, il y a un couple euh, adorable que je chéris profondément, qui m'a toujours ouvert Mhm. la porte de sa maison et ils ont toujours été là pour m'écouter sans jugement et me dire mais Claire, mais tu mérites mieux, secoue-toi. Ouais. Voilà. Et j'ai Ils t'ont essayé de vraiment aidé, ils partir, t'ont sauf que réconforté. ouais, c'est ça, mais en toute simplicité en fait, parce que j'ai une tendance aussi à détester qu'on me dise quoi faire et à aller faire l'inverse bah, c'est de la fierté mal placée ou mon sale caractère ou l'habitude de défier un peu ma Mhm. famille. Oui. Mais en tout cas, ils ont été là avec bienveillance et c'est ça qui a fait tilt à me dire ouais, je mérite mieux. Sauf que bah, voilà, le père de mon ex-conjoint venait de mourir, donc j'ai pas réussi à partir tout de suite. Je voulais pas lui faire trop de peine. Et en fait, ce qui a fait que je suis sortie de cette relation, c'est la rencontre avec bah, mon nouvel ex-conjoint. Tu sais, Voilà, ça le fait papa beaucoup de ta fille, trop du d'ex. coup. Papa de ma fille, voilà, exactement. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et où en fait, je Bon, suis partie en formation. Voilà. ouais. Et Comment on tu s'est l'as rencontrés rencontré là. justement, cet homme-là, ce nouveau copain? Ben, en fait, lui, il faisait une formation, moi aussi, et c'était loin de chez nous. Donc, en fait, il y avait un internat pour adultes, D'accord. et on s'est rencontrés là parce qu'on était tous les deux là pour adultes. Donc, bah, on passait toutes nos soirées ensemble, quoi. Ça a tout de suite matché. Comment ça s'est passé là, les premiers moments entre vous? Bah, en fait, j'étais encore en couple à ce moment-là. Ouais. Donc, bon, au départ, voilà, je gardais mes distances.
Mais bah, je sais pas, il y a un truc qui est bien accroché. J'aimais bien son côté bah, plus nature, justement, que le conjoint que j'avais à l'époque, qui était très fermé à beaucoup de choses. Lui, il était très ouvert d'esprit. Moi, je suis très nature, tu vois, donc Ouais. lui, il était à fond là-dedans. Et bah, petit à petit, les soirées, tu vois, on buvait des bières, on fumait des pétards, c'était cool. Et puis, il y a un truc qui s'est fait, qui m'a Ok. attirée. Il était papa, tu vois, donc en plus, Et voilà, oui. j'aimais De bien sa combien manière d'être d'enfants? avec les autres. Trois enfants. 3 enfants. Ok. Ouais, on sent déjà le truc arriver là, tu vois. J'ai rien dit. Mais voilà, en tout cas, j'aimais bien sa manière d'être avec les autres. Je le trouvais très ouvert d'esprit, drôle et tout ça. Et ouais, et puis ça m'a détourné de ma relation. Ça m'a un peu sorti, sauvé de la première relation. Je pense Et que je suis ouais. tombée là-dedans, pour ça, quoi. Et puis parce que Ok. Et alors, vous vous mais je êtes mis voyais pas encore ensemble tout au le bout reste. d'un moment? Au bout de combien de temps t'as quitté du coup ton ex-conjoint pour te mettre avec cet homme-là? Quasiment tout de suite, parce que Ouais, je me suis dit: ok. «Attends ma cocotte, ça te plaît pas?» tu vois? Puis de toute façon, ça fait un moment que tu essayes de partir. Enfin, à un moment donné, respecte-toi, respecte-le. Donc je lui ai dit honnêtement, je lui ai dit j'avais rencontré quelqu'un qui me plaisait, tout ça. Et je lui ai dit: «Enfin, voilà, j'ai pas envie de faire du mal à qui que ce soit, donc on arrête là». Bah, on était, déjà plus ou moins ensemble déjà tous les soirs à l'internat. Et en fait, Mm. on a eu, chacun, bah, des grosses galères financières et de logement à cette période-là. Et on a été hébergés par un ami. Donc en fait, on a vécu ensemble tout de suite. D'accord. Il y a pas eu ce moment où, on peut prendre le temps, surtout que lui, venait, de se séparer de sa femme. Il est toujours pas divorcé, hein, je précise, mais en tout cas, D'accord. il était séparé. Heu Ouais. et pour le bien, comme ils vivaient encore ensemble, pour le bien-être des enfants, il fallait qu'ils s'en aillent. Donc on s'est retrouvés, chez notre ami commun, et on a commencé à vivre ensemble, déjà là, tout de suite, quoi. Il n'y a pas eu le Ok. temps de prendre le risque de se connaître plus que ça, de laisser passer le temps, de se dire, quand, tu pas avec l'autre trop, de te dire: «Attends, comment il est?» tout ça. Tout de suite, ça s'est fait et ça se passait bien, c'était cool, c'était chouette. Et puis, je t'avoue que, ouais, à cette époque-là, on fumait pas mal de pétards. Donc je pense que Ouais. ça il y a des fils qui ne sont pas trop touchés à ce moment-là, qui auraient Ouais. peut-être dû, voilà, m'alerter et me dire, «Ouais, attends ma cocotte». Et puis, bah, je pense que j'avais pas, suffisamment d'estime de moi-même aussi. Je me suis dit: «Waouh, quelqu'un qui m'accepte comme je suis, avec mes formes, avec mon petit grain de folie, avec ma sensibilité». Surtout parce que c'est jusqu'à maintenant, c'était ça qui était jamais pris, en compte, quand on me disait que j'étais toujours trop ou pas assez. Donc là, je me suis dit: «Waouh, quelqu'un qui m'accepte, quelqu'un peut m'accepter, je prends, je lâche Bah pas, oui. je prends». Tu m'étonnes. Et malgré le fait, là, comme ça, qui t'acceptait, que ça se passait bien, là, avec le recul, tu t'identifies déjà des points un peu de vigilance que tu aurais pu, en effet, bah, percevoir à ce moment-là, via son comportement, via, je sais pas, ses paroles, par exemple? Bah, déjà, le fait qu'il fume du cannabis depuis l'âge de 13 ans et qu'il soit accro à ça. Alors, c'est Hmm. pas un jugement de valeur, mais dans le sens où, maintenant que je suis passée par là et que je l'ai vécu, je me rends compte, de tout ce qu'il y a derrière une addiction, Hmm. surtout au cannabis, et de tout ce que ça implique derrière, de tout l'état, en fait, dans lequel ça te met. Ouais. Et à l'époque, bah, ouais, ça allait pas forcément. Je suis tombée dedans aussi, Hmm. parce que j'avais commencé à fumer du cannabis un peu en soirée, tu vois, pour, récupérer des gros entraînements sportifs et tout. Et là, je fumais tous les jours. Ouais. Parfois, c'était la première chose que je faisais le matin. Donc ouais, j'aurais dû voir déjà que moi, ça m'entraînait pas sur une bonne pente, mais j'avais pas suffisamment ni d'estime ni de respect de moi-même pour pas y aller, tu vois? Ouais, ouais, je Je me comprends. suis dit: «Cool, peace and love», tu vois? Bah ouais, Et bien sûr. ce que j'avais Bon. jamais vécu jusque-là. Donc Ouais, ouais, ouais. Ça s'explique aussi, en effet. Et alors, est-ce que tu as pris part, là, à la vie de ces enfants? Parce que quand même, 3 enfants, c'est pas rien quand on rencontre un conjoint. Est-ce que toi, tu as eu un ouais. rôle de belle-mère? Est-ce que tu les voyais souvent? Comment ça se passait? Bah, en fait, là, pareil, je suis un peu tombée dedans. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, bah, ils étaient avec leur mère, voilà, nous, on s'était pris un appart pour tous les 2, un petit appart. Et sauf que leur mère a des problèmes d'alcool, plein d'autres, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas Ouais. super. Et ce sont les assistantes sociales, en fait, qui nous ont envoyé les enfants. On s'est retrouvés, en catastrophe, à devoir récupérer les enfants. Donc OK. branle-bas de combat, ça nous a bien mis dans la merde financièrement aussi, parce qu'il a fallu, bah, trouver une maison, tout, voilà.
d'un coup, j'ai pas eu le temps de prendre de recul, là non plus. Tu vois, j'ai foncé, je lui ai dit, mais Mmh. vas-y, j'étais amoureuse, j'étais défoncée, j'étais idiote. Ouais, Et ouais, ouais, je lui ai puis dit, bah tu écoute, jeune aussi. je serai là. Ouais, bah oui, oui. Puis j'ai toujours eu, tu vois, ce côté combatif malgré tout. Ouais. Et donc je lui dis, vas-y, c'est pas grave, je suis là, on va y arriver, ça va le Mmh. faire, je vais t'épauler et tout. Et là, j'aurais dû voir que ça partait en cacahuète parce que bah, déjà, il avait du mal à s'imposer face à son ex. Je lui disais à un moment donné, il va falloir qu'elle reste à sa place. Il va falloir que tu t'imposes. Pareil pour l'administratif, bah, c'est moi très vite qui ai pris de plus en plus en charge l'administratif qui le concernait lui et ses enfants. En sachant qu'au D'accord. départ, moi, j'étais agent de sécu, je faisais des nuits et tout ça, et bah, surtout, voilà, j'avais des gros horaires, des très grosses vacations. Je pouvais faire des vacations de 8 à 12 heures et ensuite, j'enchaînais une Ah deuxième oui. journée derrière à m'occuper de ses Oh, enfants, quoi. d'accord, waouh. Ça, c'était avant le déménagement parce qu'on les a gardés, tu vois, 1 mois et demi, leur mère était partie, enfin bref. Et ensuite, bah, on les a récupérés donc dans la nouvelle maison. Et là, bah, mon côté militaire a pris le dessus. C'était moi qui organisais les plannings, qui gérais toute la maison pour tout le monde parce que bah, c'était assez compliqué pour eux. Ils avaient une vie assez instable et c'était des enfants qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être suffisamment cadrés. Tu vois, ils sortaient Hmm. aussi de quelque chose de compliqué avec leur mère et Mais oui. tout. C'était une période compliquée pour eux, surtout l'un des enfants qui a quelques petits soucis, tu vois. Et là, ouais, je me suis investie, mais comme si j'étais leur mère, en fait. J'ai Ah. été un peu, tu vois, la sauveuse, celle qui a pris les rênes de tout ça. Mon conjoint, à ce moment-là, il s'est complètement reposé sur moi de plus en plus. Mais d'une certaine manière, ça m'allait parce que je pouvais me battre pour quelque chose, Hmm. tu vois. Et je me suis complètement oubliée de plus en plus. Malgré tout, je lui dis, écoute, voilà, voilà, à un moment donné, il faut que tu prennes ta place aussi avec tes enfants, lire les histoires à ta fille, tout ça. Mais lui bossait, donc je me dis, bon, il bosse. Moi, à ce moment-là, j'avais arrêté de bosser, j'étais à la maison, tu vois, je montais mon entreprise Ok. d'artiste. Et je me dis, bon, cool ups, tu vois, je suis à la maison, je vais gérer ça. Lui, il bosse, tu vois. Bon, c'est normal. Ouais. Voilà. T'as pris beaucoup Et sur toi. ouais, énormément. Et plus Ouais. ça allait, plus ça s'est détérioré, plus en fait, il se mettait à avoir des colères, surtout quand il pouvait pas fumer. Ah oui. Ça voilà, ça s'est dégradé de plus en plus. Des gros soucis financiers aussi qui sont venus, mettre des coups, les problèmes avec ses enfants, avec son ex. Et donc petit à petit, j'ai vu en fait un autre visage, apparaître Tu l'as où, vu se pourtant transformer vraiment entre l'homme que tu ouais, avais connu au tout début carrément, et là, celui que carrément. tu avais en Après face de toi, ouais. tu vois, quelqu'un de foncièrement gentil. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est Ouais, pas ouais. quelqu'un qui va avoir envie de faire mal aux gens. Et c'est pour ça que ça a été dur aussi, parce Hmm. que c'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais. Je comprends. Euh, voilà. Mais il y a plein de choses qui l'ont rattrapé, quoi. Et oui, malheureusement, ouais, j'ai l'impression, quand on fait face à des difficultés dans la vie, c'est vrai que parfois on peut se laisser entraîner malheureusement sur une pente glissante. Et Ouais. ça, c'est difficile, ouais. Et avec ces enfants, du coup, toi, tu avais une bonne relation, tu t'entendais bien avec eux? Comment ça se passait? Est-ce que c'est pas évident non plus de se retrouver belle-mère? Tu étais toute jeune, 25 ans, deux, trois enfants là qui n'étaient pas les tiens. Est-ce que tu t'entendais bien avec? Super bien, bah, on s'aime Ouais. toujours beaucoup. J'ai toujours eu un truc avec les enfants, une Hmm. facilité aussi à les gérer. Et bah, j'étais un peu la psy, la confidente, la deuxième maman, celle Ouais, qui était là pour bah, assurer les sorties, les retours d'école, les repas, enfin voilà. Il cuisinait quand même, parce qu'il aimait bien cuisiner, tu d'accord. vois. Sinon, ouais, j'étais vraiment, vraiment beaucoup là pour les enfants et surtout la gestionnaire administrative, quoi. C'est même l'école, quand il y avait des trucs à voir, c'est moi qu'elle appelait, elle savait que de l'autre côté, c'était pas la peine. Hmm. Et, Ouais, ouais, je et ouais. comprends. Et est-ce que la gestion de cette vie de famille, du coup, est-ce que ça t'a ensuite donné d'avoir, enfin, donné envie, pardon, d'avoir toi-même bah, ton propre enfant et de construire ta propre famille? Ben ouais, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que Hmm. c'est là où je me suis dit, mais ouais, en fait, je peux être maman parce que jusqu'à maintenant, bah, je m'autorisais pas à avoir envie d'être maman. Ah. À tel point que même quand j'étais ado, je voulais tellement pas risquer un jour de reproduire les schémas. Je voulais tellement pas risquer de faire souffrir un enfant, que j'ai essayé de me rendre stérile. Je me défonçais le bide à coups de poing. J'avais vu que les ondes, ça pouvait être mauvais, donc je me collais le téléphone, tu vois, sur le Hmm. bas-ventre pour
me rendre stérile. Tellement je me disais, je vais être un monstre, en fait. Je peux pas être parent, c'est pas possible. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, ma cocotte, mais t'es super forte, tu gères, Bah oui, tu t'en m'étonnes. es capable. Et puis, avoir bah, surtout sa fille à cette époque-là, elle avait 2 ans et demi, 3 ans. Donc Ah c'est ouais. comme c'était sa maman de substitution. Et je me dis, mais ouais, j'adorais ça, j'adorais materner, j'ai aimé cette place-là. Et c'est à ce moment-là où c'est devenu viscéral. C'est ressorti comme ça, ouais, enfin, j'avais ce besoin viscéral d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, la situation commençait à se stabiliser un peu, tu vois, financièrement et tout. Donc on s'est dit, bon, bah, ce sera pas parfait, mais voilà, on va bosser pour, on va y arriver. Et je me suis démenée et tout ça pour améliorer les choses. Je suis retournée bosser et tout. Et donc je suis tombée Mhm. enceinte très vite au final. Euh, Ok. et, euh, et là, bah, voilà, au début, c'était génial. Enfin, moi, je m'étais jamais sentie aussi bien. J'ai adoré ma grossesse, Tu clairement. devais être Je trop contente là de voir ce test positif, de voir après ce ventre s'arrondir et tout. Ouais, bah surtout que j'avais très peur de pas pouvoir tomber enceinte parce que j'avais eu des chlamydia aussi quand j'étais avec mon premier conjoint. Et oui, Et donc ça c'est une maladie sexuellement transmissible ah, qui a pas exactement, toujours de symptômes. Donc malheureusement, on ne voit pas, on ne sait pas toujours qu'on l'a. Et c'est un problème en effet, ouais. Et ça peut rendre infertile. tout à fait. Et donc moi j'avais cette angoisse parce que potentiellement en plus je l'aurais gardé de nombreuses années. Hmm. Donc il y avait un gros risque pour que ça marche pas. Et au final, ça a marché super vite. Donc Trop j'étais bien. aux anges. Tu m'étonnes. Et là déjà, à l'annonce du test de grossesse, ouais, mon conjoint qui fait une drôle de tête, tu vois, et qui me dit non, mais c'est juste parce que mon ex, elle avait fait des fausses couches, donc bon, faut pas s'emballer trop vite. Je lui dis, mais je m'en fous, moi, je suis heureuse. Déjà, c'est un début de quelque Bah chose, oui, c'est la vie. Je hmm. lui dis, et puis la mort, ça fait partie de la vie, même si je fais une fausse couche, tant pis. Au moins, il y a un truc qui a commencé, quoi. Bien sûr. Et, Ouais, ouais. mais là, j'aurais dû sentir qu'en fait, il n'était pas vraiment prêt, contrairement à ce qu'il Ah, disait, tu vois. Parce que, ouais, dès le départ, déjà, il a pris une position un peu de recul. Bon, il était content et tout, tu vois. Après, ça se passait plutôt pas mal, le début de grossesse. Mais ouais. plus ça allait, plus il des colères et tout. Mais je mettais ça sur le compte du travail parce que c'était compliqué pour lui au travail. Physiquement, il avait de plus en plus de douleurs. Il a commencé à avoir de plus en plus de douleurs, voilà, à avoir de plus en plus de mal au travail. Donc, il a arrêté de travailler. Moi, j'ai été arrêtée aussi au bout de 4 5 mois de grossesse parce que je travaillais super loin de la maison. J'ai failli avoir un accident de bagnole et tout. Enfin, c'était Ah ouais. voilà. Donc j'ai été arrêtée assez tôt. Et là, d'être tout le temps ensemble et tout, au départ, c'était cool, tu vois, on passait de bons moments. Bah, ça a commencé à s'assombrir encore plus pour lui. Il commençait à repenser à ses parents parce que ses deux parents sont décédés quand il était assez D'accord. jeune. Donc ça le rattrapait, le fait de pas avoir ses parents, plein de questions, la peur de l'avenir, enfin trop de choses. Et il était aigri dès le matin, il mettait les infos, il râlait, enfin il y avait toujours ce petit rituel qui créait de plus en plus un climat de stress, tu vois, où tu te Bien dis waouh, sûr, dans je quel comprends. faut que je le prenne avec des pincettes, qu'est-ce qui va se passer, comment il va réagir. Il m'a accompagné aux rendez-vous médicaux, mais il n'était pas vraiment là, il était tout le temps sur son téléphone. À partir de ce moment-là, il s'est enfermé sur le téléphone. Il faisait quoi sur le Euh, téléphone, tu sais? Bah, il scrollait, il jouait à des Ouais. jeux d'argent, mais tu sais, il dépensait pas d'argent, mais tu sais, t'as des petits jeux où tu peux gagner des petites Hmm. sommes, tu vois, il s'est enfermé. Voilà. En plus, financièrement, ça allait pas trop, on s'était un peu mis là-dessus tous les deux, mais lui, il s'est vraiment enfermé, voilà, il s'est Hmm. raccroché à ça. Et bah, arrive le moment de l'accouchement, où Ouais, qu'est-ce que tu avais prévu, toi, pour l'accouchement? Est-ce que tu avais fait un projet en particulier ou tu y allais un peu comme ça? bah, moi, clairement, mon idéal aurait été d'accoucher limite en pleine nature, tu vois, dans ma pleine puissance de femme. Ouais, Et la réalité qui m'a rattrapée. Et puis, au final, j'ai accouché à l'hôpital. Mais j'avais vraiment demandé sans péridurale. Je voulais pas de péridurale, je voulais pas d'intervention, je voulais le truc le plus physiologique possible. ok, Je voulais être puissante parce que pour moi, j'étais forte et c'était naturel et je voulais ça comme ça. d'accord. Et au final, bah, le travail a commencé un soir. Non, c'était une nuit, je crois, vers 1 heure du matin. En fait, je me suis relevée. Je me dis, mais attends, mais j'ai mal et tout. Mais je me dis, bon, parce que j'avais des règles un peu douloureuses à l'époque, tu vois. Et je me dis, oh, ça va comparé à des règles, mais ça doit pas être ça, Hmm. tu vois.
Je vais me doucher, je prends du Spasfon, du Doliprane, je continue les décos de Noël, je fais du ballon, je m'allonge avec ma chienne, mon chat et tout, tu vois. Je gère le truc. Et je me dis, non, mais Ok. toujours pas trop irrégulier et tout. Et le matin arrive, le matin du terme, j'avais le rendez-vous pour le jour du terme. Et donc, bon, bah, je finis de charger mes valises, je promène ma chienne et tout. Tranquille. Les douleurs, une fois dans la voiture, se calment et tout ça. Je me dis, ah, c'est vraiment pas pour aujourd'hui. J'arrive, on me fait le monito, on me dit, oh, vous n'avez pas de contraction, c'est pas pour aujourd'hui, tout ça. On va me faire attendre en salle d'attente. On me dit, bah, on va venir vous chercher pour regarder le liquide. Et en fait, on m'appelle, je me lève pour aller voir le liquide et là, je perds les os. Ah ouais, dans la salle d'attente. Ouais, carrément. Oh là Et là. on me dit, mais madame, mais vous êtes ouverte à 6. À 6? Et toi, ça allait, t'étais là. J'étais en pleine forme et là, pour moi, c'était pas pour aujourd'hui. Et j'étais mais morte de rire et tout. Bah, voilà. Donc on m'installe dans la salle d'accouchement. Ouais, du coup. Voilà. Et voilà, par contre, fou, douche froide. Hein. Ah, le truc, film d'horreur. Tu sais, t'as les tiroirs en métal où t'as marqué forceps, ventouse et tout. J'étais là, Ah c'est ouais. pas ça. Mais bon, je me dis, ah, allez, c'est pas grave, on s'en fout, peu importe où j'accouche. Ouah, je suis trop bien et tout. Donc, moi, j'étais heureuse, quoi. J'allais enfin rencontrer ma fille, j'allais vivre ça. Tu vois, que tant que t'as pas vécu l'accouchement, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Et j'étais C'est vrai. tellement excitée par la nouveauté, par la perspective de rencontrer ma fille que, ouais, j'étais trop bien. Et donc, bah, mon conjoint, à ce moment-là, bah, il va chercher les affaires, tout ça, il revient et il s'enferme sur le téléphone dans la salle d'accouchement. Oh, Je me dis, grave, je gère. Je me dis, le moment où j'aurai vraiment besoin de lui, il sera là. Je me dis, c'est le moyen de gérer son stress, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, la douleur, elle devient insupportable. Euh, on me dit, ouais, là, il va falloir percer la poche des os parce que le travail, c'était bloqué. Et on me d'accord. perce la poche des os et en fait, horrible la douleur. Surtout qu'avec le monito et tout ça, je pouvais pas trop bouger comme je voulais. Enfin, c'était vraiment, j'étais pas à l'aise. Je me sentais pas bien. J'étais bloquée, moi qui suis extrêmement sensible en plus à tout ça. Ouais. Je me sentais. Et là, je lui dis, en plus gentiment et tout, tu vois, je prends sur moi tout ça alors que je suis en train d'accoucher, bordel, quoi. Et je lui dis, chérie, ça commence à être super douloureux, je vais avoir besoin que tu lâches ton téléphone et que tu viennes m'aider. Et je me fais mais engueuler. Il dit, ouais, mais tu Oh, me et tout, tu me fiches la paix avec ton téléphone et tout ça. Et là, ok. Et là, en fait, j'étais assise sur le lit. En fait, j'ai été sonnée ah bah tu et m'étonnes. le corps bougeait plus. Et dans ma tête, c'était la fuite. Je me suis dit, meuf, mais c'est bon, j'accouche plus. Casse-toi. J'ai voulu fuir de là. J'ai voulu Tu voulais arrêter fuir d'accoucher. ton propre accouchement, quoi. Exactement. Et c'est là, je crois que c'est la sensation horrible que j'ai ressentie de ma vie, quoi. Je voulais ravaler ma fille et que tout ça s'arrête Ouais. et me barrer. Aller me mettre en sécurité à un endroit où j'avais pas tout ce stress, où je me serais. Sauf que c'est pas possible, hein, très clairement. Malheureusement, non. Malheureusement ou heureusement, parce que c'est quand même chouette, hein, de donner naissance à son enfant. Et là, bon, bah, j'ai géré le truc. Il a fini par venir quand la sage-femme est venue m'aider parce que je ne pouvais plus bouger. J'avais déjà des grosses douleurs à la symphyse depuis la fin de la grossesse et là, mon corps s'est bloqué. D'accord. Et au final, voilà, j'ai géré comme ça. Il a fini par intervenir un peu, par essayer d'être là tant qu'il pouvait. Et quand ma fille est née, bah après, il pleurait de plus en plus parce que bah, il n'avait pas ses parents à qui l'annoncer. Voilà, ça a été un peu descente aux enfers. Il n'est pas resté avec moi à la maternité comme on avait prévu que ça se fasse. Ah Il mince. me dit, s'occupe des enfants et tout. Mais mec, mais il a même pas essayé en fait de faire garder les enfants. Il a même pas essayé. Il s'est enfui. Il m'a laissée toute seule. Les nuits, je me demande même si j'ai pas fait une dépression postpartum qui est passée inaperçue, tu vois, parce que au départ c'était horrible. Je supportais pas les cris de ma fille. Mm. Ça a été très très dur de passer les nuits avec elle. J'avais des grosses angoisses qui remontaient de plus en plus. J'avais l'impression que les murs se rétrécissaient autour de moi et allaient m'engloutir. Ah oui. J'ai eu une fois envie de mourir. J'ai très vite balayé ça parce que je me suis dit non, t'as pas le droit, tu, tu restes là. Mais j'ai géré tout ça et lui, il s'effondrait de plus en plus jusqu'au jour où ben, un matin, il a un peu pété un câble parce que ma fille devait avoir un mois
et on s'était mis d'accord pour qu'elle voit pas les écrans, quoi. Et sauf que lui, bah, le matin, il faut qu'il mette ses infos, qu'il gueule devant les infos, tout ça. Donc, je lui dis, bah, écoute, je reste au lit, j'allaite la petite, tu me dis quand t'as fini de regarder et on arrive après, quoi. Tu vois, super cool, la meuf, quand même, Ouais, hein. t'es encore Euh, diplomate, je trouve. Très diplomate, mais, jusqu'à un certain point. Mais, Je du comprends. coup, là, je me dis, mais attends, ma cocotte, bon, vas-y, marche sur des œufs. Et j'arrive dans le salon et là, il commence à s'énerver. Et en gros, je comprends qu'il commence à péter un câble parce que notre fille lui gâche la vie. Et en fait, j'ai pris peur. J'ai eu peur pour elle. J'ai eu peur pour moi. J'ai appelé ma mère qui habitait à presque 3 heures de route. Elle est venue me chercher. Il était parti pour se calmer, tout ça. Il est revenu. Je lui ai dit, écoute, tu me fais peur. Donc, je m'en vais parce que je reste. Et là, il s'est assis, il me dit qu'il est tombé des nues, que voilà, il se rendait pas compte qu'il était comme ça et tout. Je lui dis si, si. Donc tu vas réfléchir, je vais partir quelque temps et quand je reviens, voilà, tu vas te calmer et on va reprendre les choses sereinement, quoi. Donc je reviens, tout ça. Je lui avais dit, tu te débrouilles aussi, tu avances sur ton divorce. Sauf que bon, bah, procrastination à mort, il l'avait pas fait, mais j'avais l'impression que voilà, il avait le moral et tout ça, des choses qui. Ouais. Mais c'est comme si ça lui avait fait un peu un électrochoc. Sauf que je suis revenue, puis au final, c'est reparti comme avant. Même encore pire. Il lâchait de plus en plus. Il arrivait plus à rien faire. Il m'aidait pas au quotidien. Il faisait juste à manger pour ses enfants. Il me donnait ma gourde d'eau et quelques trucs à bouffer, mais sinon, voilà, il changeait pas de couche. Une fois, et là, j'ai commencé à avoir peur pour ma fille, à avoir peur de l'intérieur, parce qu'une fois, je lui ai demandé d'aller lui changer la couche. Il l'a pris dans les bras. Il est parti énervé. Il s'est levé comme une furie du canapé. Il a défoncé la porte à coups de pied. Enfin, défoncer la porte à coups de pied, c'est peut-être un peu extrême, mais en tout cas, voilà, il a foutu un gros coup de pied dans la porte pour ouvrir la porte et aller changer la couche de ma fille, tu vois, avec des gestes saccadés. Pas doux du tout. Ah ouais. Euh, il avait tendance aussi à Ouais. la laisser de plus en plus sur le canapé, mais il me disait que c'était moi qui étais trop stressée, tu vois. Enfin, c'était toujours de ma faute de toute façon. Toujours moi qui étais trop stressée. Alors que je voyais bien que non. Enfin, il n'y avait pas la vigilance qu'il fallait. Il y avait pas. Je sentais qu'il y avait un truc. Et le jour où clairement j'ai eu très peur, c'est qu'on avait une chienne à l'époque qui était un petit peu folle, qui s'entendait pas avec ses congénères et tout ça. Et un jour, elle s'est échappée. À cause de Mhm. lui, en plus, parce que pareil, avec la chienne, on a eu plusieurs accidents. À chaque fois, ça a été à cause de lui, parce qu'il la laissait toujours s'échapper. Il prenait pas les mesures de sécurité nécessaires. Ouais. Et ce jour-là, alors je comprends, il lui avait couru pendant 2 heures dans tout le quartier, il lui avait couru après, tu vois. Sauf qu'il a pété un câble, il a commencé à sortir les machettes, les couteaux. Il cherchait la meilleure arme pour découper la chienne. Il voulait aussi lui foncer dessus en voiture. Et moi, j'avais ma fille dans les bras, je sors, je vois ça. Vision d'horreur, tu vois. Tu as l'impression d'être dans la maison d'un serial killer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai profité, en fait, je sais plus ce qu'il était parti faire. J'ai planqué les couteaux et les machettes sous le lit. La chienne est revenue et je me suis dit, c'est soit j'arrive à faire arrêter le truc, soit ça va partir en carnage. Et en fait, je lui ai confié ma fille. Le fait d'avoir ma fille dans les bras, ça l'a calmé. Il avait Ah son ouais. grand qui était avec lui et donc il a réussi à se calmer. Et moi, j'ai couru après la chienne. J'ai fini par la bloquer, la ramener à la maison. Et là, il m'a foutu ma fille dans les bras, il a chopé la chienne, il a essayé de défoncer la chienne, quoi. Il l'a fracassée par terre. La chienne, bon, elle est bien finalement, mais ensuite, bah, il l'a foutue dans la voiture et il cherchait de quoi la tuer, quoi. Et donc, réflexe, j'ai pris ma fille, j'ai fermé la voiture à clé, j'ai planqué les clés. Du coup, bah, ça l'a empêché de continuer, quoi. Donc, il est parti marcher, essayer de se calmer. Quand il est revenu, il parlait de suicide. Parce qu'il D'accord. disait on peut euthanasier la chienne, parce qu'un voisin nous avait dit que le mieux serait peut-être de l'euthanasier. Il dit ouais, mais si on euthanasie les animaux, bah moi aussi, je suis peut-être pas bien pour vous. Il commence à partir dans des délires. Hmm. J'essaie de raisonner comme je peux. Il me fait peur, il va se coucher et moi j'appelle SOS Suicide. J'ai eu des gens super au téléphone et le lendemain matin, je lui ai dit, je l'ai fait s'asseoir, je lui ai dit écoute, t'arrêtes tes conneries. Je te laisse le choix. Soit j'appelle le médecin, soit c'est toi qui le fais. Mais à un moment donné, il y a un truc qui bouge. Il n'avait pas la force de le faire. J'ai appelé le médecin. Juste après, on était dans son cabinet. Il l'avait mis sous antidépresseur et tout ça. Et donc là, ça a commencé à vraiment être dur. Surtout qu'à cette période-là, moi, j'essayais de me reconvertir, tu vois. Donc, je bossais sur mon bilan de compétences et tout ça. Il y avait quand même pas mal de choses qui occupaient aussi mon esprit. Donc, j'ai pris ça en plus de Hmm. la gestion de ses enfants, de la gestion administrative de Ouais. son deuxième.
et gérer avec l'ITEP parce que son deuxième fils a une orientation ITEP. Donc voilà, il y avait tout ça à gérer et ça en plus maintenant. Et moi qui venais d'accoucher, qui était en postpartum, qui était fragile, bah, Accessoirement. normalement c'est moi qui aurais dû avoir besoin de soutien Oui. et non, c'est moi. Je me suis démenée aussi parce qu'on vivait dans une maison trop petite. Tous les enfants étaient dans la même chambre et tout ça. Je me suis démenée pour qu'on trouve une nouvelle maison. Je me suis dit peut-être que ça va s'arranger. Je me suis dit si je règle les problèmes de logement et financiers, ça ira mieux. Peut-être que c'est juste une question de contexte. Et au final, non, rien n'a changé. Ça a Mm. été de pire en pire. Il s'énervait de plus en plus. Un jour, on était en voiture. La voiture, elle commençait à avoir un souci de moteur, tu vois. Ça sent le cramer et tout. Et ça m'était déjà arrivé avec une voiture qui avait perdu la direction. Donc, je lui dis, tu t'arrêtes parce que j'ai pas envie qu'on ait un accident avec la petite. Il me dit, ouais, mais machin, mais on peut pas payer le garagiste et tout ça. Je lui dis, je m'en fous, tu t'arrêtes. L'argent, c'est pas un problème. On n'a pas d'accident, c'est tout. Et là, il descend, il se met sur le bas-côté. Il dit, mais vas-y, mais t'appelles et tout, et t'arrêtes de me faire chier et tout ça. Et ensuite, il s'en va sur le bas-côté à marcher comme un fou, là. Il m'a avoué aussi après que si on n'avait pas été là, il se serait suicidé. Enfin, voilà. Que des réjouissances Ouais, comme un ça, contexte archi anxiogène, quoi. complètement. Et surtout, je me dis, mais c'est à chaque fois, c'était un peu de ma faute que moi aussi, je crie, moi aussi, je stresse trop, je suis trop Ouais, stressée, non. nanan, je lui laisse la place. Bon. Et arrivé dans la nouvelle maison, bon, bah, au départ, ça va à peu près. Sauf que pareil, défaut de vigilance, il a déjà laissé ma fille sur la table à langer, hein, en me disant, mais non, mais elle va pas bouger. Bien sûr. Oui. Euh, faut Mm. savoir en plus que bah, j'avais été en gendarmerie, j'avais été agent de sécu, donc j'ai été formée au premier secours. Enfin, il y a des trucs où tu sais que tu fais pas, en fait. Bien sûr. Donc oui, j'ai une expérience différente de la sienne, mais non, c'est pas que j'étais trop stressée, c'est juste du bon sens, en fait. Tout à fait. Voilà. Et là, bah, de pire en pire. Un jour, il avait attrapé sa plus grande fille, il l'a, pareil, comme la chienne, un peu, il l'a plaqué contre le canapé pour lui coller une baffe. Et là, j'ai fait, ça suffit. Il y a un truc qui va pas. Parce qu'en fait, j'avais conscience que les choses n'allaient pas, mais pas totalement. Je prenais sûrement, en fait, j'étais tellement dans un contexte de peur, de protection de ma fille et tout, et en me disant en même temps, bah, il est pas si méchant, tu vois, il me frappe pas et tout. Dans ta tête, tu deviens teubé, en fait, à ce moment-là. C'est hallucinant. Je me suis, avec le recul, je me dis ma cocotte, mais oh, comment t'as pu te laisser endormir comme ça, quoi. Ouais, mais t'étais dans Et là, l'engrenage, dans le quotidien, tu venais d'avoir un enfant, enfin, il y a tout un contexte aussi. Là, c'est sûr que t'en parles maintenant avec un peu de recul, mais sur le moment, c'est tout à fait compréhensible qu'on ne se rende pas toujours compte. et du coup, en fait, il a fallu que je demande si c'était normal. C'est-à-dire que j'ai Mm. écrit l'application, c'est mail, j'ai Ah écrit oui? dessus. Et là, on m'a dit, mais bah, allez demander de l'aide, allez oser vous tourner vers la PMI, parce que j'avais pas osé aller voir la PMI, parce qu'au Mm. tout début, la PMI, j'étais même genre culpabilisée, on me disait, mais comment vous faites, limite pour être fatigué, vous avez monsieur qui est à la maison avec vous, tout le monde n'a pas cette chance. Eh, une chance, vous dites? Voilà. Donc, comment te Ouais. dire qu'après, j'ai aller demander de l'aide parce que je me disais, la PMI va le voir, va voir que ça va pas. Et personne ne voyait rien et moi, j'osais pas parler au départ. Ah Et oui. donc, en fait, j'ai voir la PMI et j'ai écrit aussi à l'association Maman Blues avant ça. Ouais. Et c'est l'association Maman Blues qui m'a permis de sauter le pas, qui m'a réconfortée parce que j'avais peur de perdre ma fille. Tu vois, avec le contexte que j'avais eu avec ma mère, grosse angoisse de séparation, j'avais peur qu'on dise que moi, j'étais folle et qu'on Bien m'enlève ma sûr, fille. je comprends. Euh, donc j'osais pas. Et là, bah, ça a tout déclenché. Ça a déclenché les accompagnements d'assistantes sociales, ça a déclenché les TISF qui sont venus m'aider à la maison, ça a déclenché un suivi psy pour monsieur, une médication. Voilà. À partir du moment où j'ai osé demander de l'aide, tout a commencé à aller mieux, sauf que je faisais quand même des grosses crises d'angoisse horribles. Je voyais des cadavres Ah dans ma chambre. ah ouais. C'était et j'angoissais à chaque fois de ses réactions. Pareil, à chaque fois quand il pétait des câbles, ça continuait comme ça, quoi. Mais à force, j'ai fini par voir un peu plus de lumière. En fait, tu vois, sortir la tête de l'eau, tu vois cette expression-là? Bien sûr, Ben, j'ai réalisé ça le jour de mon anniversaire, là, il y a quelques semaines, c'est qu'enfin, vrai. là, j'avais sorti la parce que tout ce que j'ai vécu jusque-là, c'est comme si c'était une lente agonie. Tu vois, comme dans les films où tu as les scènes de torture par noyade, tu vois. Mhm. Ben, on te met dans l'eau, tu ressors, tu prends un peu d'air, mais hop, tout de suite, on tire. Et en fait, ça a été ça pendant tout ce temps.
Et je sais pas comment j'ai tenu, mais j'ai tenu. Et là, j'ai sorti la tête de l'eau. C'est-à-dire que tu vois, j'ai enfin pu re-respirer. Ça fait que quelques semaines. Je respirais plus. J'avais l'impression de faire des crises cardiaques tous les jours. Mon médecin, il a dû se dire, mais mon kiki, celle-là, parce qu'à chaque fois, j'allais le voir, je lui disais, mais docteur, en plus, ma mère a fait des infarctus et tout ça, je dois avoir un truc qui va pas. Ouais, Mais bah non, oui, c'était t'avais juste, peur. c'était horrible. Et, et ouais, Et c'est donc, là, t'as pris la c'est là. décision de le quitter, cet homme? En fait, ça a été là aussi un peu compliqué, c'est qu'au départ, je me suis dit, faut que tu partes. J'avais conscience qu'il fallait que je parte, mais je me suis dit, bon, ça va être le temps qu'il aille mieux. Donc petit à petit, j'ai essayé, je suis allée chez ma mère un mois, tout ça. Et en fait, un jour, j'en ai parlé à la psychologue de la périnatalité Ouais, qui me et puis devant mes crises d'angoisse, pareil, elle m'avait dit, ouais, faut vous mettre sous médicaments, là, faut aller voir le psychiatre. Et en fait, ça, de me dire, mais non, je refuse la médication parce que j'allaite, tu vois. mhm, bien sûr. J'ai pas donné ça à ma fille. Et la discussion avec le psychiatre qui a jugé que j'étais suffisamment forte pour m'en passer. Et en fait, D'accord. j'ai dit, mais que je m'en aille, que chacun prenne soin de soi de son côté. Et au départ, ça devait être ça. Ça devait être, voilà, chacun se soigne le temps que ça aille mieux. Et puis j'ai réalisé que non, que ça allait au-delà de ça, que j'étais Ouais, passée de ma vie, je passais à côté de moi et que ma fille avait besoin de moi et que c'était pas normal que je m'occupe de ses enfants comme ça, que je m'occupe de lui comme ça, que je m'oublie en fait. bien Et sûr. donc, évidemment, je lui dis, mais bah, ça va s'arrêter là, quoi. Et alors, comment il a réagi, lui? Bah, ça se sentait venir, tu sais, ça s'est fait naturellement petit à petit. Déjà, il y a de la distance qui s'est mise de plus en plus de son côté. Lui, avec Ouais. les médicaments, il avait de moins en moins de crises de colère. Donc, les choses s'apaisaient un peu plus. Maintenant, en fait, c'est un peu un légume, tu vois. Il se laisse vivre, il se lève Ah, à midi. Il- ouais. je, la charge du reste de la maison, ça commence à me. Il est temps que je parte, hein, parce Ouais, que je vais être tu trop m'étonnes. diplomate. Mais Ah, du coup, c'est donc bah, il a accusé le chat, quoi, mais il le sentait venir. Et puis on en avait discuté. Après, on a toujours été quand même plus ou moins honnêtes, tu vois, l'un envers l'autre. Et donc là, bah, d'où le déménagement imminent. et oui, du coup, alors là, tu vas partir avec ta fille, vous allez trouver un nouveau cocon, rien que pour vous deux. Clairement, c'est un bonheur parce que bah, je me sens libérée de plein de charges, tu vois. Donc, Ouais, c'est un peu une certaine euphorie. Une grande joie. J'ai jamais vécu vraiment seule, en plus. Bon, là, je vais pas être seule, je vais être avec ma fille, mais sans compagnon, tu vois, oui. sans fille contrôlant et tout. Et j'ai hâte de me découvrir maman solo. Ouais, ça Euh, va être chouette. ouais, carrément. Et puis surtout avoir moins de charges parce que là, j'en peux plus. Enfin, c'est trop, c'est trop pour une Bah seule oui, personne. bah non, mais J'ai hâte d'être c'est libérée sûr. de C'est sûr. Et le lien avec ça. ta fille, il a toujours été intact. Pour le coup, j'ai l'impression que tu as quand même toujours su garder une très belle relation avec elle, non? Ouais, et je te jure, il y a des jours, je sais pas comment j'ai fait parce que j'avais pas la force. Et à chaque fois, je trouvais la force Mm. d'essayer de la faire rire, d'essayer ouais, d'être la plus enjouée possible, d'être là pour elle. Et puis c'est ce que je voulais. Je voulais être là pour ses premières fois, tu vois, pour ses premières danses, ses premières pas, ses premiers fous rires, tout ça. Et j'ai été là pour tout ça. Mais le coup de foudre avec ma fille, je sais qu'il y a certaines mamans qui n'ont pas cette chance et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir eu le coup de foudre pour ma fille. C'est moi qui l'ai attrapée quand j'ai accouché. Ouais. Malgré la position, c'est quand même moi qui l'ai attrapée et quand je l'ai posée sur moi, tu sais, j'étais là, je criais mon bébé, tu vois, ouais, c'est indescriptible. Et je sais Mm. que par contre, pour le coup, il faut que je travaille dessus. Là, je vais réussir petit à petit à lui trouver une nounou, tu sais, à la faire garder un peu. Mais je sais que moi, c'est le truc inverse, c'est que faut que T'as du j'arrive à mal lâcher à un la peu. lâcher. Ouais. J'ai eu peur pour elle et j'ai eu peur pour moi. Alors du coup, c'est quand tu peux pas faire confiance à ton conjoint, au père de ton enfant pour s'occuper de ton enfant, c'est super dur. Ouais. Et ça et qu'en plus bah, j'ai été pas mal manipulée psychologiquement aussi avant et là je me disais ouais, il a raison, c'est de ma faute, c'est moi qui suis trop encore, c'est encore de ma faute. Et ouais, je pense que c'est clairement ce lien à ma fille qui m'a sauvée. Donc ouais, je remercie Eh ça. ben, écoute, Claire, sacrée histoire, hein? Ouais.
En tout cas, t'as l'air, bah, je te connais pas évidemment que depuis là, une heure, mais t'as l'air hyper forte déjà, hyper courageuse d'avoir, ouais, je sais pas, de t'être occupée de tout ça là, à bout de bras, maintenant de gérer ta fille à merveille comme ça. Tu peux être fière, surtout vu le contexte dans lequel t'as évolué, tout ce que t'as pu connaître comme difficulté. Vraiment, chapeau, chapeau. Mais j'en ai conscience maintenant. Je le savais pas avant, maintenant je sais. Ouais, Et ça tu peux m'a être fière appris de à m'aimer. toi. Hmm. C'est super. Et en tout cas, je pense que ta fille, elle aura le meilleur exemple de femme et de maman grâce à toi et que tu vas pouvoir vraiment lui apporter tout ce que toi, tu n'as pas eu, tout ce que, voilà, tout ce dont toi, tu as manqué. Et ça, c'est vraiment précieux. Bon, bah écoute, merci Claire. Est-ce que tu voudrais terminer peut-être par dire quelque chose je sais pas, à une femme, à une maman qui nous écoute, qui pourrait se retrouver dans ce que tu nous as raconté? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire peut-être pour l'aider à elle aussi bah, à prendre son courage à deux mains et vivre enfin la vie qu'elle mérite? On pourrait dire tellement de choses, mais je crois Hmm. que surtout parce que moi, c'est ça qui a déclenché, en fait, c'est le moment où j'ai su demander de l'aide. Ouais. C'est, c'est qu'il faut pas rester seul à broyer tout ça avec ses doutes, avec ses peurs. Faut oser aller à l'extérieur. Alors, je sais que c'est dur parce que moi, j'osais même plus sortir de chez moi, j'osais pas parler. Enfin, et c'était dur ce qui se passait dans ma tête. Mais c'est ça. Faut surtout pas hésiter. Les gens sont plus bienveillants qu'on ne le pense. Hmm. Et il y aura du secours. Si on a besoin de secours, il y en aura. Et c'est surtout que c'est la meilleure chose qu'on peut apporter à son enfant. Et c'est la meilleure chose qu'on peut s'apporter à soi aussi. Parce que moi, c'est ça qui m'a motivée, c'est de me dire, ma fille, j'aurais beau lui dire, écoute, fais ça dans ta vie, fais pas ces bêtises, elle m'écoutera pas parce que j'ai pris conscience que les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Ouais, c'est Et vrai. voilà, j'ai voulu, comme tu dis, bah, être cet exemple pour ma fille et lui montrer le bon chemin. Donc, ouais. Et qu'on a plus, nous les mamans, on a plus de ressources en nous qu'on ne le pense. On est puissante, on a donné la vie, c'est un truc de fou. Ouais. Peu importe Ah bah comment on ça, l'a c'est donnée, sûr. Ouais, on est capable de c'est tout. vrai. Eh ben écoute, merci d'être venu témoigner. Je sais que c'est pas facile de se replonger dans ces souvenirs qui sont douloureux, mais en tout cas, merci pour ton courage, merci pour ton temps. Et je pense vraiment que ton récit va en aider plus d'une. Donc vraiment merci pour ça, Claire. Et puis belle vie à toi et à ta fille. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Je t'ai même pas demandé. Je m'appelle Chiara. D'accord. Eh ben écoute, bonne vie à vous deux. Profitez à fond et surtout prenez bien soin de vous. Merci, Lou. Merci Claire, du fond du cœur, d'avoir accepté de venir au micro de Super Mama. Merci pour ta confiance, ta force et ton authenticité. En tout cas, sache que tu es la meilleure mère que ta fille pouvait espérer. À toutes celles qui, comme Claire, traversent des tempêtes, sachez que vous n'êtes pas seules. Il existe des structures, des lieux d'écoute, des bras tendus pour vous accompagner. Les PMI sont là pour vous guider, vous soutenir dans les premiers mois avec bébé. Et si vous ressentez une détresse émotionnelle, une difficulté à créer du lien, à vous sentir mère, n'hésitez pas à contacter l'association Maman Blues. J'ai eu la chance d'en parler avec Marie dans un épisode hors série dont je vous remets le lien en description. Parler, c'est déjà commencer à guérir, alors osez demander de l'aide parce que vous méritez d'être soutenu. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Bisous.